Chère Nancy Houston, c'est une présentation en miroir que nous proposons aujourd'hui, de vous à eux, d'eux à vous. Vous êtes né au Canada, vous avez grandi aux États-Unis, en Allemagne, et vous vivez entre la France et la Suisse. Vous écrivez et vous vous exprimez aussi bien en français qu'en anglais. Ils sont nés en Suisse, en Turquie, en Haïti, en Russie, au Portugal, en Espagne, en Tunisie, aux Philippines, en Équateur et bien d'autres pays encore, et ont fait leur scolarité en Suisse, dans la campagne ou dans la ville. Ils vont passer leur bac dans quelques semaines et sont heureux de vous faire entendre quelques mots de vous, en écho de ce qu'ils ont étudié cette année, en écho de ce qui les a travaillés de l'intérieur. Ils se sont penchés sur des récits autobiographiques et se sont interrogés avec Annie Ernaux sur la question du mensonge et de la vérité, sur les rapports de domination sociale, sur la place que l'on occupe dans le monde. Vous avez publié de nombreux écrits autobiographiques dans lesquels vous revenez sur les traces du passé qui deviendront le matériau de votre travail d'auteur. Votre éducation sentimentale, intellectuelle, politique et interculturelle à découvrir notamment dans Nord perdu, Bad Girl ou tout récemment Lèvres de pierre. Personnellement, je n'ai aucune confiance en la vérité. Il n'y a que les mensonges qui m'intéressent, les miens en particulier. Même enfant, j'aimais mentir. Et depuis que j'écris, le mensonge est devenu ma passion dominante, instrument des ténèbres. Ils ont vu le monde dans sa violence au travers de textes contemporains ou classiques. Ils ont découvert un génocide du XXe siècle avec le Burundi et le Rwanda décrits par Gaël Faye, mais aussi la guerre civile libanaise et les troubles en Irlande du Nord avec Sorge Chalandon ou Wajdi Mouawad. Mais ils se sont aussi confrontés aux folies meurtrières de Lucrèce Borgia et du terrible couple Macbeth. Dans tous ces textes, ils ont côtoyé une violence qui semble sans fin, une humanité blessée, emprisonnés dans le cycle infernal de ces mauvaises fictions. Vos romans sont remplis de la violence des hommes. Ils sont pour vous le lieu où cette violence se pense, un territoire sûr où celle-ci peut exploser, ou doit exploser peut-être, comme en attestent vos romans, Instruments des ténèbres, Dolce Agonia, Danse noire, L'empreinte de l'ange et bien sûr Ligne de faille, pour n'en citer que quelques-uns. Sur quoi peut-on écrire, sinon sur les choses qui nous hantent ? Comment se résigner à l'idée qu'il n'y aura jamais aucun jugement d'aucune sorte, ni premier, ni dernier, ni jour d'expiation, rien du tout. C'est dur, je sais bien, mais au fond, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de démerdeur suprême qu'on est obligé de rester dans la merde. Ils ont travaillé à mieux comprendre la question de l'émancipation des femmes avec Olympe de Gouges, Virginie Despentes, Leila Slimani et de nombreuses autres. Vous avez exploré cette question dans des territoires intimes ou d'essais de façon avant-gardiste, voire provocatrice, avec par exemple Reflet dans un œil d'homme ou Bad Girl. Seulement, bien sûr, le temps est inscrit dans le corps d'une femme comme il ne l'est pas dans celui d'un homme, par ses règles, 28 jours, ses grossesses, 9 mois, l'étendue limitée de sa fécondité, 30 ans, la femme est l'horloge impitoyable de l'espèce. Elle mesure, elle aide l'homme, la mortalité vivante. Peu à peu, j'ai dû me rendre à l'évidence. Les couples d'écrivains ne faisaient que mettre en scène, sur le devant de la scène, ce qui, habituellement, se passait dans les coulisses. Le conflit entre l'art et la vie, la création et la procréation, l'esprit et le corps, débordait largement les anecdotes biographiques de tel ou tel ménage littéraire. Il me concernait, moi, comme il concerne aussi quiconque, homme ou femme, souhaite faire de l'art de nos jours sans faire trop de mal, ni aux autres, ni à soi. Il concerne en fait toute la question du lien entre l'éthique et l'esthétique. Journal de la création. Ils se sont interrogés sur la langue, sur le silence, sur les perversions du langage et sa potentialité de destruction et de vie. Vous vous êtes interrogé dans Nord perdu sur votre propre rapport à la langue française, une langue acquise d'exil, à la fois familière et étrangère. Même un être connu, un être proche, quelqu'un avec qui je suis en train de discuter et qui, décrochant le téléphone, se met brusquement à parler dans une langue pour moi opaque, me bouleverse. Au fond, me semble-t-il, l'étrangérité est une métaphore du respect que l'on doit à l'autre.
Nous sommes deux, chacun de nous, au moins deux. Il s'agit de le savoir. Et même à l'intérieur d'une seule langue, la communication est un miracle. C'est une très grande dame, la langue française, une reine belle et puissante. Beaucoup d'individus qui se croyaient écrivains ne sont que des valets à son service. Il s'affaire autour d'elle, lisse ses cheveux, ajuste ses parures, loue ses bijoux et ses autours, la flatte et la laisse parler toute seule. Elle est intarissable, la langue française. Une fois qu'elle se lance, pas moyen d'en placer une. Ils ont abordé la poésie brûlante de Césaire et de Sandrard avec l'ardeur de la jeunesse et l'ont illustrée avec leur talent d'apprentis peintres, dessinateurs ou designers fribourgeois. Vous explorez aujourd'hui la poésie en dialogue avec la peinture de Guy Auberson, un peintre fribourgeois. Choc pour elles au réveil de voir leurs habits balancés çà et là sur le sol de leur chambre d'hôtel, sans avoir le moindre nom, mais réellement le moindre souvenir des gestes balanceurs. Ils se sont interrogés en permanence et en filigrane de leur lecture sur les pouvoirs de la littérature et de la fiction. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet, dont Professeur de désespoir, Journal de la création, et surtout L'espèce fabulatrice, essai dans lequel vous dressez le portrait d'une humanité profondément affabulatrice pour le meilleur et pour le pire. Pour disposer d'un soi, il faut apprendre à fabuler. Merci Nancy Houston de nous honorer de votre présence cet après-midi au Collège de Gambach. Nous sommes ravis de vous écouter et de dialoguer avec vous. Merci Françoise Van Lanten et toute l'équipe pour cette introduction chorale. Superbe. Merci à vous tous d'être venus. Donc je vais grimper de façon un peu plus féminine sur l'estrade. Oh, c'est gentil, merci. Je suis très heureuse d'être là. Et comme on a dit que c'était une conférence dialoguée, je vais commencer par vous dire quelques mots comme ça de ma philosophie, de la vie, que vous connaissez peut-être déjà dans ces grandes lignes, mais qu'on entre dans cette question, à quoi sert la fiction ou qu'est-ce que la fiction exactement? Quelle est la différence entre des fictions volontaires et involontaires? Et puis, surtout, j'ai envie que vous dialoguiez avec moi. Ça va? Donc, je vais d'abord dire quelques mots et ensuite, ce n'est pas seulement des questions, mais aussi vos sentiments, vos observations, vos commentaires. Peut-être la première chose que je voulais dire, c'est qu'on est, quand je dis on, les êtres humains, nous sommes très doués pour cloisonner, pour construire des cloisons dans notre esprit et savoir en même temps, en fait, souvent, deux choses incompatibles ou penser deux choses contradictoires. Et ça, c'est très étonnant. On ne s'en étonne pas assez. De façon générale, dans la vie, je trouve qu'on ne s'étonne pas assez. Et les écrivains, peut-être, c'est des gens qui s'étonnent. Ce n'est pas des gens qui savent, c'est des gens qui s'étonnent. Donc, quand je dis cloisonner, nous savons sur un certain plan scientifique, par exemple, beaucoup de choses maintenant sur les origines du cosmos. On ne sait pas tout sur le Big Bang, mais on sait, en gros, on est d'accord dans notre partie du monde qu'il y a eu à un moment donné un Big Bang et que la Terre fait partie de la Voie lactée, qui est un immense ensemble de constellations qui tournent, qui continuent d'exploser, de s'éloigner les unes des autres, et qu'il y a un soleil, une étoile au milieu de tous ces milliards d'étoiles, qui est notre soleil, qui a un certain nombre de petites planètes qui lui tournent autour, et que donc on est sur une de ces planètes. Déjà, on pourrait avoir le vertige à se dire ça. On l'a parfois quand on regarde le ciel étoilé en été. Et
que sur cette terre, il y a eu d'abord de la vie très simple, suite à un certain nombre de phénomènes chimiques et de milliards d'années de temps. On a commencé à avoir un petit peu de vie de plantes, vie végétale et puis de vie animale, mais minuscule. Et puis sur des millions d'années, cette vie s'est diversifiée. Et voilà, ensuite on descend des arbres, on descend des singes. Il y a un moment où le destin de l'espèce humaine va se séparer du destin des autres primates supérieurs. Et on va commencer à fabriquer des choses, inventer des systèmes de croyances, à inventer la langue, toutes sortes de choses qui n'existent pas chez d'autres primates. Donc nous savons un peu ces choses-là. Et en même temps, dans une autre partie de notre esprit, nous sommes toutes seules avec nos croyances, par exemple religieuses, avec nos convictions solides sur notre identité, sur des choses, sur la supériorité de ceci par rapport à cela, sur des convictions politiques, et on monte sur nos grands chevaux et on se prend pour quelqu'un de très, très important. Donc c'est juste, je voulais planter un peu ces images au départ, comme c'est étrange qu'à la fois on a en nous ce savoir sur le macrocosme, et pourtant en tant que microcosme, on peut être très étroit. Et peut-être qu'on a besoin d'être... De rétrécir le champ de notre regard. Peut-être que c'est impossible, tout simplement, de tenir compte de ces choses qui sont trop énormes. À l'intérieur de ce tableau que je viens de peindre, je voudrais placer la phrase de Shakespeare que vous connaissez sûrement, « All the world's a stage ». Le monde est une scène. Le monde humain est une scène de théâtre. Il brode souvent sur ce thème. Shakespeare, c'est un homme de théâtre, et en même temps, il dit que qu'est-ce qu'il veut dire en disant le monde est une scène? Est-ce qu'il veut dire que c'est pas pour de vrai? Ou est-ce qu'il veut dire quelque chose de plus subtil que ça? Et si vous réfléchissez à cette phrase, et ensuite vous observez un peu le monde autour de vous, que vous regardez par exemple les nouvelles à la radio, ou que vous regardez des altercations entre des gens dans un café où les types sont un peu éméchés par exemple, et vous regardez quelqu'un qui se donne des airs, et tout d'un coup ça commence à faire un peu plus sens. Quelque part, nous sommes tous des acteurs dans la vie. Notre script n'est pas écrit complètement du tout à l'avance, bien sûr. On ne nous donne pas notre texte à apprendre par cœur. Mais en même temps, il faut qu'on apprenne notre rôle. C'est un peu le travail des parents de nous dire, bon, votre rôle, ton rôle dans la vie, ça va être plus ou moins ceci. D'abord, ils vont nous apprendre une langue, sans quoi on ne pourra pas prononcer de texte du tout. Et cette langue est une langue parmi d'autres, mais tous les enfants qui l'apprennent vont évidemment penser que c'est la seule langue, c'est la langue, sauf les cas exceptionnels d'enfants qui grandissent dans une famille déjà bilingue, bien sûr. Ils vont nous apprendre le nom de notre personnage, et ça, c'est un truc qui me fascine toujours. Notre personnage, c'est nous, bien sûr. Ils nous ont nommés, ils nous ont donné un nom. Et comme je suis à la fois mère et romancière, ça m'est arrivé de donner des noms à des êtres humains qui ont encore ces noms aujourd'hui. Et donc, ce sont leurs noms, c'est du réel. Et en même temps, j'ai donné des noms à mes personnages exactement de la même manière, en hésitant, en me disant, bon, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. Parfois, on change à la dernière minute, parfois on hésite, on discute avec le père ou ses amis, ou ainsi de suite. Et puis, une fois qu'on a donné le nom et c'est publié, où l'enfant est né, ben, c'est vraiment son nom.
Et ça, c'est magique. Et ça, c'est du théâtre. Ça, c'est des noms de personnages. On porte des costumes aussi dans la vie. Et selon la rigidité du rôle que vous serez amené à jouer, votre costume sera plus ou moins fixe. Moi, j'ai hésité, est-ce que je viens en blue jean ou en jupe aujourd'hui? Je me suis dit, bon, un peu à mi-chemin entre les deux, parce que je ne veux pas être trop décontractée, mais je ne veux pas non plus avoir l'air d'une sorte de méga prof de fac, parce que je ne le suis pas. Donc, c'est quelque part entre les deux. Je suis écrivaine, enfin, mais je vous parle. Et chacun choisit un peu son costume du jour en fonction des gens qu'il va croiser, de l'image qu'il veut produire, du texte qu'il va devoir réciter ce jour-là. Et donc, on est des drôles d'animaux. En fait, c'est surtout ça, c'est de vous aider, de vous inciter, vous encourager à vous étonner des drôles d'animaux que nous sommes, parce qu'il n'y a aucun autre animal qui s'habille. Il n'y en a pas. On s'habille parce qu'on est plus nu que les autres animaux, on est plus fragile, plus vulnérable. On est très, très faibles, les êtres humains. On est les seuls à être nus, comme ça, à ce point. On n'est pas couvert de poils, de peau. On a besoin d'ajouter des fourrures et des couches de poils. Merci pour le châle. On n'a pas de crocs, on n'a pas de griffes, on est vraiment nul, quoi, en fait, pour se défendre. On est assez nul, donc on a besoin de fabriquer des armes pour se défendre mieux. Et ça, tous les êtres humains l'ont fait depuis toujours. Depuis qu'on a des traces d'êtres humains, les premières traces d'êtres humains, c'est des pointes de flèches, n'est-ce pas? C'est vraiment pour tuer les prédateurs, pour tuer le gibier, pour tuer l'ennemi. Et l'autre chose qui nous aide à survivre, c'est le fait de se lier entre nous, de créer des groupes qui disent « nous ». Et ça, c'est donc vraiment la première fiction des êtres humains. Pareil, je peux dire probablement depuis qu'il y a des êtres humains. S'il y a le langage, ce n'est pas mot à mot pour nommer d'abord ceci et ensuite cela, c'est tout de suite des messages de grégarité, des messages de nous contre eux. Ça, c'est ce que j'appelle l'archétexte de l'espèce humaine. C'est archaïque et c'est une sorte de modèle, une quintessence, un archétype. L'archétexte, c'est nous devons vivre et eux doivent mourir. La plupart des films d'Hollywood, comme ça, mainstream, sont encore totalement basés là-dessus. Et les jeux vidéo et ainsi de suite. C'est vous êtes les bons, ce qui vous tient le plus à cœur au monde est menacé et il faut choisir vos armes et vous battre pour tuer ceux qui posent cette menace. Voilà. Donc comment est-ce qu'on entre dans l'histoire au sens petit h et au sens grand H de l'histoire humaine? On y entre en se rendant compte de notre mortalité. C'est vraiment, si les gens vous disent, mais finalement les singes sont très très intelligents, ils manipulent plein de signes linguistiques, on peut presque dire qu'ils parlent, ils comprennent des millions de choses. Oui, bien sûr, mais vraiment ce qui nous met à part, ce qui nous rend différents, pour le meilleur et pour le pire, c'est qu'on sait qu'on va mourir. On est conscient à l'avance, pas juste au moment où on est sur le point de nous tuer, où n'importe quel organisme vivant va avoir un sursaut pour se défendre, bien sûr. Tout organisme vivant tient à la vie et tient à continuer la vie. Mais non, nous, on est là depuis très jeune à savoir que dans X années, on ne sera plus. Et donc, ça engendre tout ce qui caractérise l'humanité, les grandes religions, les récits, les besoins de construire pour laisser quelque chose après, le besoin de nier ce fait ou de le contourner d'une façon ou d'une autre.
Et notre identité, dans notre monde occidental, on a maintenant pris l'habitude depuis deux petits siècles, 2 et demi, à considérer que les individus sont la chose centrale, qu'on a beaucoup des droits qui doivent être défendus, qu'on peut revendiquer. Mais cette façon-là de penser est très nouvelle, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Ce qui a été nécessaire pour survivre, en gros, jusqu'à la révolution industrielle, c'était le nous. C'était de se sentir faire partie du groupe et sentir qu'on était à la fois défendu par le groupe et appelé à défendre éventuellement le groupe. Nos identités à nous sont des constructions plutôt que des choses données. Et la plupart du temps, on essaie de se cacher ce fait, on essaie de croire très fort en nous-mêmes, on se dit « je suis ceci, je pense cela, j'ai toujours été comme ça ». On n'aime pas l'idée que, en fait, c'est un truc qui se bricole, petit à petit, jour après jour, année après année, grâce à nos interactions avec autrui, grâce à nos lectures et tout. Mais il suffit de penser, si j'avais été adoptée à l'autre bout du monde, est-ce que j'aurais les mêmes convictions? Est-ce que j'aurais la même religion, les mêmes certitudes intellectuelles? Ça aussi, ça donne le tournis, si on y pense vraiment. Alors, je voulais juste vous lire un petit passage de l'Espèce fabulatrice. Je crois que c'est un livre que vous n'avez pas forcément lu, pour vous donner une idée de ce côté arbitraire et fictionnel de l'identité. Alors, quand je dis fictionnel, c'est très important d'insister sur le fait que je ne veux pas dire faux ou mensongère. Fiction n'est pas contradictoire avec vérité. La vérité humaine est pétrie de fiction, de part en part. On ne peut pas vivre sans les fictions, en fait. On n'a jamais rencontré une tribu humaine en train d'évoluer dans la nature, dans le réel, sans système de croyance, sans généalogie, sans les noms, enfin les noms aussi, ce sont nos fictions. On est des personnages. Je fais un grand tour pour revenir à Shakespeare et dire « Le monde est une scène, notre monde humain est une scène ». Alors, je vais vous parler de John Smith. Voici les phrases que j'entends le plus souvent à mon sujet. Elle cherche son identité, elle est déchirée entre plusieurs identités, etc. Mais non, je ne me porte pas mal du tout, merci. Simplement, le fait d'avoir occupé plusieurs cases sur l'échiquier identitaire me permet de voir le caractère fictif de l'identité des autres et d'éviter quelques-uns de ces pièges. Racisme, fierté patriotique, délire mégalomane, etc. Il est vrai que ça me fragilise aussi, car les fictions confèrent de la force réelle. Et quand on est trop multiple, on risque le vertige, la folie, la dissociation, le suicide. Tout de même, me direz-vous, romancière, expatriée, pluriconfessionnelle et bilingue, vous n'êtes pas exactement typique. D'accord. Prenons un cas donc plus typique que le mien. Puisque vous êtes suisse ou français, je le choisis américain afin que ces fictions vous soient plus faciles à percevoir. Si vous êtes américain, je m'excuse. Voici un homme, John Smith, qui n'est ni ce qu'on appelle réel, il n'a pas historiquement existé, ni ce qu'on appelle fictif, ce n'est le personnage d'aucun roman. Mettons qu'il est plausible. Je dessine à grands traits l'histoire de cet homme pour montrer à quel point, dans notre espèce, la frontière entre réalité et fiction est perméable. Soit un être humain. Très peu de temps après sa conception, dans l'État du Kentucky, ses parents, monsieur et madame Smith, qui, elle, s'appelait autrement avant, voient apparaître à l'échographie la minuscule forme palpitante de leur rejeton.
S'entendant déclarer « c'est un garçon », il choisit son prénom, John, en souvenir d'un oncle préféré du père. Lui prépare une layette bleue et commence à rêver à son avenir. Mr. and Mrs. Smith sont blancs, chrétiens, américains et fiers de l'être. Ils sont fous de joie à la perspective d'avoir un fils. Il va de soi qu'ils apprendront à ce fils à être fiers des mêmes choses qu'eux. Petit John naît le 15 août 1980. Coïncidence, c'est également l'anniversaire de sa tante Suzy. Waouh, il n'y a pas de hasard, bien sûr. Dès qu'il émerge du vagin de sa mère, on le couvre de caresses et de baisers, on lui parle, on lui chante. Il est happé par le langage, en l'occurrence l'anglais américain avec l'accent sudiste. On lui raconte des histoires et on lui chante des berceuses dans cette langue. Il n'en apprendra jamais d'autres. L'arabe qu'il entendra parler plus tard lui paraîtra du plus pur charabia. On lui dit son nom, John, little Johnny, John, John, darling, tellement souvent qu'il finit par piger le truc. On lui présente les autres membres de sa famille. Voici ton oncle Tom, ta sœur Val, ton cousin Chip, et ainsi de suite. Peu à peu, il perçoit la constellation. Il n'a guère le choix. On lui remplit la tête de petits chaperons rouges et de loups méchants et de sorcières transformant des crapauds en princes et de Jésus transformant l'eau en vin et de Clark Kent se transformant en Superman et d'acteurs de cinéma se transformant en président des États-Unis. Tout cela se mélange et se superpose dans son esprit. Décidément, il y a de la magie partout. On lui apprend à prier et à compter, à espérer et à s'excuser, à se sentir supérieur au noir et inférieur à ses parents. Il n'a pas le choix. Comme pour l'instant, il est à la merci des grandes personnes, il ne peut devenir que ce que ces personnes lui mettent dans la tête. À l'âge de 3 ans, il ne lui est pas loisible de dire « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces fariboles ? L'eau ne peut pas se transformer en vin. Un homme ne peut pas se lever d'entre les morts. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. » À 6 ans, il entre dans les scouts. Les scouts sont répartis en sections dont chacune porte un nom d'animal. Mettons qu'il est dans les renards. Dans leurs différentes activités, le petit John doit tout faire pour que les renards l'emportent sur les écureuils et les castors. Il doit donc se convaincre de la supériorité de sa section et apprendre à s'attacher à ses coéquipiers. De même, quand il commencera à jouer au baseball quelques années plus tard, il faudra que John se soude aux membres de son équipe et fasse tout pour que l'autre équipe perde. Sans avoir eu d'efforts particuliers à fournir, John est désormais pris dans un nombre important de réseaux, de groupes qui disent « nous » avec fierté. Il y adhère, comment faire autrement ? Ces « nous » structurent son existence au jour le jour, ils sont intégrés à ses circuits neuronaux. À l'école, John apprend l'histoire des États-Unis et celle d'aucun autre pays. Il l'apprend naturellement du seul point de vue des hommes blancs. Dans ses cours d'anglais, on lui donne à lire et à analyser des poèmes, des nouvelles et des extraits de pièces de théâtre, tous tirés de la tradition anglo-américaine. Vous avez de la chance ici. J'entends. En matière d'anthropologie, on lui enseigne 2 versions de l'histoire de l'espèce humaine sur la planète Terre. Celle de Darwin, selon laquelle l'homme descend du singe, et celle de la Bible, selon laquelle Dieu a créé l'univers en 6 jours, tiré Ève de la côte d'Adam, etc. Ni l'une ni l'autre de ces 2 versions ne l'intéresse spécialement. Il s'ennuie à l'école. Il attend que ça se passe. Avant et après l'école, il passe entre 4 et 5 heures par jour devant la télévision. Lorsqu'il arrive à la puberté en 1992, il convainc ses parents de lui acheter des jeux vidéo. Il passe désormais 2 heures chaque jour devant l'écran de la télévision et 2 devant celui de l'ordinateur. Les fictions se déversent en lui par milliers. Dans ces milliers de fictions, l'ennemi est toujours préhumain, reptilien, post-humain, robotique, ou les 2 à la fois. Dans tous les cas, il cherche à détruire l'humanité et doit être détruit par le héros.
La musique assourdissante, les images très rapides et violentes de ces jeux et de ces films pénètrent dans le corps de John et laissent leur empreinte dans son cerveau. Elles rythment l'activité de ses synapses. En 1998, il termine son lycée avec des notes médiocres et prend un emploi comme serveur chez McDo. Il s'ennuie le jour et se défoule le soir en buvant de la bière avec ses amis, mais continue d'aller à l'église tous les dimanches et à croire en Dieu. Un jour, dans une fête bien arrosée, il fait la connaissance de Betty, jeune femme dont la longue tresse châtain lui fait penser à la cyber-héroïne Lara Croft, et se met à la peloter. Après la fête, il la raccompagne en voiture, réussit à lui faire l'amour malgré le volant qui gêne, et, sans faire exprès, la met enceinte. Les 4 parents insistent pour qu'il l'épouse. Le mariage a lieu à l'église. L'enfant naît quelques 8 mois plus tard. John et Betty entament son apprentissage en matière de langue anglaise, de supériorité des Blancs, de petits chaperons rouges, de Jedi, Spider-Man et autres Pokémon. Pour subvenir aux besoins de sa famille, John trouve un emploi plus rémunérateur dans une usine de pièces détachées. Mais même avec ce salaire plus élevé, le couple a du mal à boucler ses fins de mois. Ils règlent souvent leur loyer en retard et Betty se plaint de ne pouvoir s'habiller comme les femmes dans les magazines. Ils vivent aussi ainsi quelques années, car s'enfonçant dans la routine et se disputant souvent. Parfois, John trompe Betty. Pendant ses rendez-vous amoureux ou ses visites chez les prostituées, il se sent presque aussi viril que le Rambo dans sa tête, mais après il se sent minable vis-à-vis du Jésus dans sa tête. À l'automne 2002, John télécharge un nouveau jeu vidéo passionnant, America's Army, décrit par son concepteur comme arme de distraction massive, mis en ligne gratuitement par les sections de recrutement du ministère de la Défense. Quand l'Amérique envahit l'Irak au printemps 2003, il décide de s'engager, embrasse son fils et son épouse et part faire son entraînement. À Fort Sill, en Californie, il se trouve plongé dans un gigantesque simulateur de guerre mis au point par le Pentagone, des serveurs Windows et les studios de Hollywood. Au bout d'1 mois d'immersion dans cet environnement virtuel, interactif et multisensoriel, il s'envole pour Bagdad. Il n'a pas la moindre idée où se trouve l'Irak, ne se soucie même pas d'infliger une leçon aux sales arabes, entre guillemets, qui ont fait s'écrouler les tours de Manhattan. Ce qui l'intéresse, c'est le salaire, l'enivrant rêve d'héroïsme et le changement d'air. Il fait partie, mettons, du 101e d'infanterie, avec ses camarades de division qui viennent de 20 États différents et sont majoritairement noirs. John commence à voir du sang et entendre des explosions. Il a peur de l'ennemi qui parle en charabia, est sombre de peau, sournois, non chrétien et veut sa mort. Il se met à le haïr. Sa peur et sa haine se rehaussent mutuellement et font courir de l'adrénaline dans ses veines. Il se bat dans les ruelles de Bagdad en écoutant à plein tube dans son casque militaire Blood Flowers de The Cure. Un jour, il reçoit une balle dans le dos et s'effondre, mort. On renvoie son cadavre aux États-Unis et ses parents assistent en pleurant à sa mise en bière, à sa mise en terre. Sa mère se console en se disant qu'elle le retrouvera au ciel et que si Dieu a décidé de le rappeler à lui, il devait bien avoir ses raisons. On décerne à John Smith, post-mortem, plusieurs médailles militaires pour son courage exceptionnel. Sa tombe est recouverte de fleurs. C'est ainsi que se termine l'histoire d'un homme éminemment ordinaire, un homme dont l'existence était composée presque exclusivement de fiction et qui ne le soupçonnait pas le moins du monde. Cette histoire peut vous paraître grotesque, mais si je m'évertuais maintenant à écrire pour les Américains l'histoire d'un Jacques Dupont, français typique, mettons un jeune berrichon mort à la guerre d'Algérie après avoir ingurgité les fictions françaises depuis nos ancêtres les Gaulois jusqu'à Brigitte Bardot en passant par la Vierge de Lourdes, elle leur paraîtrait tout aussi grotesque. Alors, nous sommes en pleine fiction. Je vous ai dit au début qu'on allait essayer de faire une distinction entre les fictions
volontaires et involontaires. Là, il s'agit donc de fictions involontaires, des fictions qui sont construites de façon inconsciente et spontanée par les cultures pour les aider à tenir debout et à tenir ensemble. Qu'est-ce que la fiction littéraire par rapport à tout ça? Puisque c'était le sujet de l'intervention, de la discussion aujourd'hui. Est-ce que c'est une torche dans la nuit? Est-ce que c'est une lumière qui peut nous mener quelque part d'autre? La première chose à dire sur l'histoire, sur la littérature, sur les fictions volontaires, donc, c'est qu'au moins elles n'avancent pas masquées, au moins elles ne se présentent pas comme étant la vérité. Elles se présentent en disant « je suis une fiction, aimez-moi en tant que telle », ce qui est déjà très libérateur par rapport aux autres fictions. Deuxième immense différence, c'est que les fictions littéraires ne sont pas dans la grégarité. Elles ne nous encouragent pas à s'identifier aux gens qui nous ressemblent forcément. Ou si elles le font, à mon sens, c'est la mauvaise littérature, c'est de la sous-littérature. Il y en a beaucoup aussi. Mais une vraie grande pièce de théâtre, comme Wajdi Mouawad peut en écrire, ou un vrai grand roman, dont vous connaissez beaucoup d'exemples, ce n'est pas un roman dont le but est de rallier les gens autour d'une identité. Serait-elle suisse? Serait-elle, qu'elle soit religieuse, nationale ou sexuelle ou ethnique ou autre? Mais au contraire, presque de nous inciter et nous aider, nous permettre de nous glisser dans la peau de gens qui ne nous ressemblent pas, qui peuvent vivre à une autre époque que la nôtre, dans un autre continent. Les femmes peuvent être dans le corps des hommes. Ça nous donne, je pense, si je parle pour moi, mais je pense que je peux parler pour beaucoup de femmes en disant que peut-être, comme la littérature a été écrite très majoritairement par des hommes, nous sommes plus habitués à voir le monde à travers vos yeux que l'inverse. Mais c'est en train de changer. Les Européens peuvent se glisser dans la peau des Africains et vice-versa. Les vieux peuvent se glisser dans la peau des jeunes et vice-versa. Et donc, on n'est pas dans une sorte de nous fiers. On est dans une liberté d'être dans sa tête, et en même temps dans la tête de quelqu'un d'autre. D'avoir tout le loisir de poser le livre, de réfléchir, de dire wow, je ne suis pas du tout d'accord, ou j'aime pas ce que c'est en train de me faire, ou quoi. Mais ensuite de le reprendre et de faire cette expérience très, très libératrice d'être dans la subjectivité d'un autre, peut-être très, très autre. Dostoïevski, quand il écrit Crime et Châtiment, le but de l'opération n'est pas d'inciter les lecteurs à construire de nouvelles prisons pour enfermer les criminels, n'est-ce pas? On est dans une position différente en tant que lecteur qu'en tant que citoyen. En tant que citoyen, peut-être qu'on estime qu'on a besoin de plus de prisons. Mais en tant que lecteur, on a une seule envie, c'est de comprendre comment quelqu'un est amené à commettre un crime comme ça. Comment on devient Raskolnikov? Comment on devient un tueur? Dans le dernier livre que vous avez mentionné, Madame von Lanten, L'œuvre de Pierre, je me mets dans le corps de quelqu'un qui est responsable de beaucoup, beaucoup de morts, puisqu'il s'agit de Salot Tsar, c'est le nom de jeune homme qui va devenir Pol Pot au Cambodge et qui sera responsable de la disparition de presque 2 millions de personnes, de ses compatriotes. Et je commence avec son enfance. Enfin, on est bien d'accord qu'un dictateur ou un bourreau sanguinaire
n'est pas né ainsi dans le berceau. Donc c'est quelque chose qui l'amène petit à petit, beaucoup de facteurs et d'influences qui vont façonner cet être humain pour qu'il puisse devenir cela. Et ça, c'est un des défis aussi de la littérature, de nous aider à comprendre des choses comme ça. Ensuite, je me sens quand même obligée de réfléchir jusqu'au bout et de vous avouer que le roman est aussi, même si je le porte dans mon cœur et je le pratique encore ce matin, j'étais encore de griffonner des trucs et de les jeter à la poubelle et de les déchirer, de les rajouter, de faire des flèches et des coupes et des recoller. Donc j'y crois parce que j'ai fait ça depuis 40 ans et j'espère ne jamais arrêter. Mais en même temps, je me sens tenue de vous faire remarquer que c'est un genre littéraire, c'est un genre de production culturelle qui, comme toute production culturelle, est historique. Ça naît dans un certain endroit du monde, à une certaine époque, et ce n'est pas encore pratiqué sur toute la surface du globe. Et donc, où est-ce que ça peut naître? C'est bien sûr dans des pays riches. Ça peut naître dans des pays qui ont dégagé du temps et des loisirs pour former une élite à l'université, pour faire des études, pour développer, pour voyager. Et de façon très étonnante, la littérature, le roman, naît dans les pays colonisateurs. Ça naît dans les pays esclavagistes. Ça naît en Russie, en France, en Angleterre, en Allemagne. Ça naît dans les pays européens qui sont en train, au XVIIe, XVIIIe siècle, d'exploiter le reste du monde de façon monstrueuse, vraiment monstrueuse. Donc, nous faisons tous partie de ceux qui ont tiré avantage de cette situation-là en développant des arts, pas seulement le roman, mais les arts en général, les orchestres symphoniques, la peinture de la Renaissance, enfin tout ça, ça doit beaucoup à cette richesse qui a été dégagée par la colonisation. Et dans les pays qui ont été colonisés, c'est beaucoup plus difficile de venir au roman. Ceci dit, quand ils le font, c'est souvent absolument extraordinaire. Parmi les meilleurs romanciers aujourd'hui sont des romancières africaines, à mon sens. Il y en a plusieurs. Mais il y a des pays où il n'y en a pas du tout. Le Cambodge en fait partie. Ça a été un vrai choc pour moi de réfléchir un peu en profondeur au Cambodge et me rendre compte que dans la mesure où ça avait été une tradition religieuse bouddhiste pendant des siècles, c'était les seuls êtres vraiment savants étaient des êtres savants en bouddhisme. C'était des textes religieux. Ensuite, au moment du génocide, on a tué tous les intellectuels. On tuait tous ceux qui ont porté des lunettes. Bon, c'est pas tout le monde ici, mais pas mal. Tous ceux qui portaient des lunettes étaient abattus automatiquement au Cambodge. Et donc, une fois que c'était fini, à la fin des années 70, 70, et que le pays est revenu un peu à lui, c'était l'ère de numérique et d'Internet, et donc il n'y a pas de roman cambodgien encore aujourd'hui. C'est vraiment fascinant de se dire ça. Ça laisse rêveur. Bon, j'ai un peu beaucoup parlé. Quelle heure est-il? Écart. Donc, parlez-moi, dites-moi ce que je peux, qu'est-ce que j'ai laissé de côté, que j'aurais pu éclaircir. Oui, c'est impossible d'être une personne réelle. Je ne sais pas ce que ça pourrait vouloir dire. C'est-à-dire, on est quelque chose, on peut dire on est de sexe féminin. À partir de là, tout ce qu'on est une chose qui est façonnée. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que ça aurait pu être autrement. Et que donc, on essaie de garder une certaine cohérence, on essaie de se raconter l'histoire de sa vie de façon satisfaisante pour nous, peut-être même flatteuse, mais en tout cas satisfaisante pour nous. Mais ce n'est pas pour dire vous n'existez pas, vous existez, mais ça aurait pu être autrement, c'est juste ça.
Je crois que j'ai été consciente de ça plus rapidement que la plupart des gens parce que, comme je parlais de mon multi-dénominationnel, multi-religion, j'ai été baptisée 2 fois. Et ça, c'est pas banal. J'étais baptisée une fois dans une église protestante qui était à mi-chemin entre mon père et ma mère. Puis ils ont divorcé. Mon père a épousé une catholique, donc ils ont recoupé la poire en 2. J'ai été rebaptisée anglicane. Et après, j'ai vécu avec des juifs et mon père est devenu bouddhiste. Et je veux dire, c'est difficile pour moi de juste dire, voilà, je crois à ceci, ça. C'est impossible. C'est impossible. Oui, mais ça valait le coup. Et je dirais difficile, c'est jamais un problème. Je ne renacle pas sur le difficile. Ensuite, ça a créé des complications dans mon pays natal pendant un petit peu de temps parce que j'ai eu un prix pour la version française qui était une traduction. Donc les Québécois étaient furieux parce que c'était une anglo de Paris. Enfin, j'étais tout sauf une Québécoise, quoi. Donc ils trouvaient que j'avais un peu volé leur prix. Mais maintenant, ça s'est arrangé. C'est de la vieille histoire. C'est surtout très fastidieux. C'est le contraire de l'inspiration. Mais si je dis que j'y tiens et que je ne renacle pas devant la difficulté, c'est que j'ai compris qu'en faisant ça, j'améliorais la VO, en fait. Parce que quand on écrit, on est souvent transporté par les images, le langage et tout, et on va vite, et ensuite on relit, on entend le texte, mais on n'est pas assez attentif. Parfois, on peut laisser des scories, des répétitions, des phrases un peu mal bâties, des choses comme ça. Et quand on traduit, c'est impitoyable. On traduit vraiment phrase par phrase, pas paragraphe par paragraphe ou page par page, ni mot par mot, bien sûr. L'unité d'une traduction, c'est la phrase. Et donc, si la phrase est mal bâtie en anglais, elle sera impossible à traduire en français et vice-versa. Donc, effectivement, je fais 2 versions maintenant depuis 25 ans de chaque roman. Je ne traduis pas mes essais, je les écris seulement en français. Mais les romans, je peux les écrire en anglais si les personnages sont anglophones. Il ne faut jamais se plaindre de ce qu'une chose est difficile, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Vous êtes d'accord? Oui. Il n'y a pas de sans masque. Les êtres humains, c'est des singes masqués. Il n'y a pas de sans masque. Et je me suis posé cette question aussi dans Nord perdu. C'est un des chapitres qui s'appelle Le masque et la plume. Et sur le fait que, voilà, j'habitais à l'époque depuis, mettons, 20 ans en France. Et les gens que je pouvais retrouver aux États-Unis, parce que j'étais aux États-Unis, ma famille était là-bas et tout. Donc je reviens après X années en France, et pour eux, je porte une sorte de masque de la parisianité ou de la francitude ou je ne sais quoi. Et donc, mais je veux dire, je parle même l'accent, avec l'anglais, ma langue maternelle, avec un accent français, un peu pendant quelque temps. C'est juste normal, même si je parle le français avec un accent anglais aussi. Mais donc, on arrache le masque, mais on ne peut pas arracher le masque. Non. Il n'y a rien en dessous. C'est vraiment soi. Le soi, c'est un masque. Le soi, c'est notre habit culturel. Sinon, on est juste des animaux. Donc, le soi, c'est tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a engrangé, compris, fait, raconté, oui, célébré avec les autres. Tout ça nous fait. Et on n'est pas du tout un masque. C'est réel. Quand je dis on joue des rôles, c'est la réalité. Notre réalité, c'est de jouer des rôles. À part ça, sinon, on mange comme tous les singes, on fait l'amour comme tous les singes, on meurt comme tous les singes. Mais le reste, c'est du théâtre. Et c'est passionnant. C'est pas pour dire c'est de la frime ou c'est du pipeau. C'est la vie même qui est le théâtre. Et vraiment, si vous regardez Macron, c'est un mauvais acteur. Mais ça me fait tellement rire. Ça me fait tellement rire de penser qu'il a rencontré sa femme. C'était sa prof de théâtre. C'est incroyable. Elle était mauvaise comme prof. Pardon. Quelqu'un ici? Non?
Vous parlez dans Nord perdu, il me semble, des problèmes de traduction des fois que certaines expressions peuvent avoir. Vous prenez l'exemple de perdre le Nord, et vous le traduisez en anglais et vous le retraduisez en français, et ça ne veut plus du tout dire la même chose. Est-ce que du coup, d'une certaine manière, traduire des œuvres, ça les dénature ou ça change un peu l'essence de l'œuvre? Bien sûr. Il y a cette fameuse expression latine, traditore, traduttore. Le traducteur, c'est le traître. On ne peut que trahir. Et en même temps, qu'est-ce que c'est fantastique, les bons traducteurs et les bonnes traductions. Et même en poésie, ce qui est le plus difficile, bien sûr, où la forme, le nombre de syllabes, le son a tellement d'importance, beaucoup plus que dans un roman. Mais même dans la poésie, il y a des vrais miracles de traduction. Donc on ne peut qu'être reconnaissant que des gens se donnent ce mal ou qu'ils aient ce talent et qu'ils nous apportent quelque chose de Marina Tsvetaeva qu'elle a écrit en russe et qui nous touche profondément dans notre langue à nous. Voilà. Bien sûr, ça perd quelque chose, mais c'est pas grave. Nous avons la chance, nous, en francophonie, de venir de pays qui traduisent énormément. On peut vraiment dire que les pays qui traduisent peu, il y a très peu de choses, par exemple, traduites vers la langue arabe ces années-ci. Ça, c'est grave. Et très peu de choses en anglais, parce que c'est très grave que les anglophones ne lisent que la littérature anglophone. Parce qu'ils estiment que voilà, c'est déjà énorme, ils ont la Grande-Bretagne, ils ont l'Australie, ils ont les États-Unis, le Canada, c'est bon, c'est la langue mondiale, quoi. Et ben non. Donc c'est hyper important, la traduction. On devrait être fiers d'avoir de très bons traducteurs. Donc vous avez 19, c'est ça? 18, 19? J'étais addict. À votre âge, je travaillais comme secrétaire à plein temps à New York. Et il n'y avait pas encore d'ordinateur, mais il y avait des machines à écrire automatiques quand il y avait une lettre forme standard comme ça. Et donc, je tirais la lettre et j'avais 30 secondes pour lire. Et j'ai lu des étagères et des étagères de livres comme ça, avec le livre planté sur le coin de mon bureau, et je lançais le et ça, pendant que ça imprimait, je lisais. Je lisais dans le métro, je lisais dans... mais j'avais un rapport extrêmement névrotique à l'écriture, par contre. Et je voulais... Donc ça, c'était à 18, ce que je viens de vous décrire. À 19, j'étais étudiante dans une fac au nord de New York. Et j'avais un atelier d'écriture avec quelqu'un, un grand romancier. Et je raconte un peu ça dans Mad Girl, dans une partie de l'œuvre de Pierre. Et là, je me souviens d'une sorte d'angoisse horrible de vouloir être un écrivain tout de suite. Parce que quand on est comme ça à 19 ans, enfin, beaucoup de gens autour de moi étaient comme moi. On pense qu'à 30 ans, on sera mort, de toute façon. Donc, si on veut écrire, il faut écrire vraiment immédiatement, tout de suite, un chef-d'œuvre absolu, et puis c'est bon, on pourra mourir. Et j'étais grotesque. Et donc, en fait, on était dans la classe avec ce professeur, Monsieur Doctorow, qui a écrit Ragtime et des choses comme ça. On était beaucoup en rivalité, surtout les filles, les unes avec les autres. Est-ce qu'il avait dit une chose positive? Est-ce qu'il avait loué notre petite nouvelle, etc. Et on se détestait. Il y en avait une qui disait « Oh, j'ai passé toute la nuit à écrire, ma machine à écrire, je suis fatiguée. » et tout. Et, c'était grotesque. Mais je suis vraiment sortie de ça de façon radicale grâce au mouvement des femmes en France. Donc, le changement de langue, d'abord, qui m'a rendu beaucoup plus difficile, heureusement, d'écrire. C'est hyper important d'avoir des obstacles, parce que si vous écrivez comme vous respirez, vous allez écrire mal.
Alors que si vous écrivez en entendant chaque mot et en vous posant des questions sur la forme, sur la musique de votre phrase, il y a des chances. Et surtout si vous avez quelque chose à dire, ce qui est rare chez les gamins de 19 ans. Tout le monde n'est pas Rimbaud. Donc, le fait de bosser avec d'autres femmes, pendant ces années-là, 20, 21, 2, 3, 4, 5, toutes ces années-là, j'étais très, très active dans le mouvement des femmes du côté des publications, donc des journaux, des revues littéraires et tout. Là, ça a été fantastique parce que je sentais un nous. C'était un peu un nous qui voulait éliminer les autres. C'était pas du tout une mouvance anti-mec, par exemple. Mais c'était, je sentais au contraire de ces classes où les filles se détestaient, se jalousaient les unes les autres. C'était une solidarité entre femmes qui était incroyablement libérateur pour moi. Et ça m'a donné des forces. Je peux dire encore maintenant, à mon âge, certain, je suis entourée d'amis femmes qui on a une petite bande de sorcières, on s'appelle. Des sorcières. Et ça m'enchante, quoi. On est des sculpteurs, écrivaines, machin, psy, plusieurs. On est 5 ou 6, mais qu'est-ce que ça donne des forces? Ça, c'est super. Petite recette, parce que sinon, la solitude de l'écriture est souvent un peu décourageante. Il y a une place pour le libre arbitre, oui. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de neurologues qui, de plus en plus, donneraient, si on les lit de près, on aurait l'impression qu'il n'y a presque plus aucune place pour le libre arbitre. Simplement, on ne peut pas choisir sur une palette infinie. Quand on choisit, c'est quand même à l'intérieur de notre monde, à nous. Enfin, la liberté est toujours toute relative, mais bien sûr, il y a des gens qui sont plus ou moins paralysés, ligotés par les fictions qui leur ont été imposées. Donc ça, c'est le cas de John Smith. Quand je dis qu'on ne peut pas arracher le masque parce qu'on est fait de masque, on est ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun choix en la matière. C'est ce qui est grave avec John Smith, c'est qu'à aucun moment, il n'a pu dire précisément j'en ai marre, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de voir autre chose, de comprendre le monde, d'aller, je ne sais pas, devenir reporter en Afghanistan, par exemple, au lieu d'être soldat, vous voyez. Mais il a suivi le chemin qui était tout tracé pour lui. Ceci dit, au long de l'histoire humaine, les gens ont grosso modo suivi les chemins qui étaient tout tracés pour eux. L'idée de la liberté individuelle, elle aussi, est très moderne, n'est-ce pas? Vous n'allez pas le trouver dans des villages au fin fond de la Chine ou au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Europe médiévale. L'idée de la liberté personnelle. Les fils vont faire ce que faisait leur père, les filles vont faire ce que faisait leur mère. En gros, vous voyez ce que ça veut dire. Les classes sociales, la hiérarchie sociale étaient à peu près figées, inamovibles. Voilà. Ensuite, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire pour vous rappeler quelles sont les conditions politiques et économiques qui permettent à la notion de liberté individuelle de surgir. On le voit déjà à l'époque de la Grèce ancienne, jusqu'à un certain point, seulement pour les hommes, seulement pour les Grecs et pas pour les esclaves, bien sûr, pas pour les femmes. Mais quand même, quand on lit Sophocle, on voit l'hésitation entre l'idée de destin tout tracé et l'idée de est-ce que quand même je peux décider de quelque chose moi seule. Donc, c'est des sujets magnifiques, ouais, et complexes. Mais finalement, c'est assez rare le plaisir. Je disais à mon chéri hier, en fait, j'aime pas beaucoup écrire, j'aime avoir écrit. Mais hier, j'étais heureuse parce que j'ai découvert un chien.
J'avais décidé il y a longtemps de donner à mon personnage principal un chien, et que ce serait très important pour elle au long de son enfance. Mais moi, j'ai peu d'expérience avec ça et je ne savais pas comment l'amener, pour quelles raisons, comment elle le trouvait. Et tout d'un coup, hier, j'ai compris. Et là, pour le coup, vous voyez comment fonctionne la fiction, parce que pour moi, c'est vrai. Et c'est incroyable, cette chose-là. C'est aussi vrai que lorsque je nomme un enfant et ça devient son nom, je décide que ce chien... Et alors, je suis allée sur le net et j'ai cherché ce croisement de 2 races. Et j'ai trouvé des photos et j'ai choisi, et c'est celui-là, et j'ai demandé que mon ami l'imprime avec la couleur parce que c'était un bâtard total, mais complètement magnifique, un tout petit chiot avec des yeux bleus comme ça. Donc il est sur mon bureau en ce moment et ça me rend très heureuse, très très heureuse. Et je sais qu'il s'appelle Pulaski. Ça, je ne vais pas vous dire pourquoi il s'appelle Pulaski, mais Pulaski était un général polonais pendant la guerre d'indépendance aux États-Unis. Il a fondé la cavalerie américaine. Il a sauvé George Washington, etc. Donc, ce petit chien, il s'appelle Pulaski. Alors ça me rend très heureuse. Et ce qui est fantastique aussi, alors, autre grand bonheur dans mon métier, et c'est beaucoup plus agréable de parler des bonheurs que des malheurs, mais faites attention à vos malheurs parce qu'ils sont précieux. Là, si je vous dis une chose aujourd'hui, c'est faites confiance à vos obstacles. Ne luttez pas contre la souffrance. Tout obstacle est un marchepied, vraiment. Si les gens qui ont un parcours complètement lisse, complètement facile, etc., ils ne feront rien de valable. Alors, un autre exemple de grand plaisir, immense plaisir, c'est quand il y a un back and forth comme ça, un mouvement aller-retour entre le réel et la fiction. Donc, il y a quelques années, peut-être presque 20 ans, en 2000, un ami est mort en Suède, un ami très proche. Et donc, je vais en Suède et j'entends une discussion. J'apprends que sa femme, son épouse et sa sœur, donc c'est des dames de plus de 60 ans, elles ont partagé les affaires dans le grenier récemment et elles se sont disputées autour d'une poupée et elles pleuraient. Et c'était une troisième personne, enfin moi je n'étais pas avec les gens qui avaient vu ça, mais ils m'ont raconté ça. Et cette image de 2 femmes de 65 ans en train de se disputer une poupée, mais violemment, en criant, m'est restée. Et je l'ai mis dans ligne de faille. C'est une image très importante à la fin du premier chapitre. C'est un tout autre contexte, mais c'est hyper important, cette scène-là. Et ensuite, Ligne de faille a été adaptée au théâtre. Et donc, comme c'est une scène importante, ils sont allés acheter une poupée. Et donc, il y a 2 femmes réelles, vivantes, sur scène, en chair et en os, qui, quelques années après le vrai événement, sont en train de se disputer et de s'arracher une poupée. Tous les soirs, il fallait racheter une nouvelle poupée tous les jours. Mais je veux dire, ça rentre dans la réalité, ça, vraiment. C'est pas seulement la réalité du théâtre, mais un acteur qui vit ça sur scène, il le vit quelque part. Et chaque spectateur qui le vit sur scène, il le vit aussi quelque part. Si je l'ai reconnu dans le récit de l'autre, c'était un récit, c'était un oui-dire. Mais j'ai répondu avec une forte émotion parce que ça allait chercher quelque chose en moi, cette image. Donc c'est ça. Là, c'est un immense plaisir de sentir comme ça se tisse la réalité, la fiction, voilà, les corps. Oui, plutôt que de dire réalité et fiction, puisque je pense véritablement que notre réalité est faite de fiction et les fictions sont faites de notre réalité, inversement. Je dirais un tissage de corps et de mots. Voilà, de corps et de mots. Ça, c'est beau. Mais en tant qu'écrivaine, je pense que c'est
l'époque de Cantique des Plaines dont vous parliez tout à l'heure, qui était un tournant important pour moi. J'avais eu, ce qui pourrait paraître comme un obstacle, j'avais eu une grave maladie neurologique qui m'a empêché de marcher pendant des mois, etc. Et donc, comme je souffrais pas, j'avais pas mal, mais j'avais beaucoup de temps pour réfléchir, je me suis dit, c'est quoi le message de ce symptôme et tout. Et j'ai décidé que mon corps me disait que je gelais mes racines, à n'écrire qu'en français tout le temps. J'avais gelé mes racines. Jamais dans la langue de mon enfance, quoi. Et j'avais 36 ans déjà. Et donc, à la suite de cette maladie, j'ai décidé d'écrire non seulement en anglais, mais vraiment de revenir à mon univers d'enfance, qui était l'Alberta. Je ne suis pas retournée physiquement là-bas, mais j'ai fait des recherches sur tout ce qui m'avait toujours ennuyé, les cow-boys, les Indiens, tout ça. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et j'ai écrit en anglais, donc dans un état... Alors là, c'était un grand bonheur d'écriture, une immense euphorie de retrouvailles avec ma langue maternelle que je ne parlais presque plus, parce que dans ma famille, autour de moi, mes enfants, mes élèves, tout le monde autour de moi, ma vie du matin au soir était en français. Et tout d'un coup, l'anglais était devenu la langue de l'écriture, la langue intéressante, la langue dont je pouvais entendre la musique. J'étais euphorique. Et ensuite, ça a été refusé par toutes les maisons d'édition auxquelles j'ai dû prendre un agent parce que je ne connaissais aucun éditeur outre-Atlantique. Et donc, c'était non. Donc, pendant un an, les noms sont venus. Et donc là, pour le coup, la mort dans l'âme, je me suis résignée à le traduire. Et c'est là que j'ai découvert ce processus finalement, la traduction améliore l'original. Donc, je l'ai redonné à mon agent en français. Elle l'a soumis à des maisons. J'étais au seuil à l'époque. Refus, parce que c'est venu avec un agent. Et pour qui elle se prend, elle n'a pas des ventes si faramineuses que ça. Elle ne peut pas venir avec un agent, n'importe quoi. Parce que les éditeurs français aiment bien garder tous les droits étrangers, notamment. Donc, refus du seuil. Et puis, 17 maisons françaises ont refusé le livre les uns après les autres. Là, je dirais que c'était dur. C'était 2 années vraiment, vraiment dures. Parce que j'avais déjà eu une sorte de succès d'estime, comme ça, entre 25 et 36 ans. Et là, je pensais avoir fait ma mue et avoir récupéré mon enfance, mon inconscient, toute ma vie, ma langue et tout. Raconter cette histoire magnifique. Et c'était dur. Et ensuite, ça a changé. C'est un jour, mon agent m'a appelé. Il semblerait que Actes Sud s'y intéresse. Et voilà, Actes Sud a vraiment changé ma vie. Le fait d'entrer dans une maison qui ne prend pas juste un livre, mais prend un auteur, enfin, dit qu'il croit en l'auteur, ça change tout. C'est comme l'amour. Je crois en l'amour alors. Si on parle de croyance, je crois en l'amour très fort, mais pas seulement amoureux, mais je crois en l'amour. Ensuite, j'ai été éduquée comme ça. Je suis très attachée à Jésus. Tu vois. Je ne suis pas du tout croyante, mais j'aime beaucoup, beaucoup l'enseignement de Jésus, par exemple. Pol Pot fait partie d'un monde où il n'y a pas beaucoup d'amour, même traditionnellement. Les mères cambodgiennes peuvent être très tendres avec leurs enfants. On peut voir ça dans les films de Ritipan et autres, mais il y a énormément de violence contre les enfants. Les enfants, enfin traditionnellement, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Mais Pol Pot, en tout cas, en particulier, puisque j'ai lu un peu tout ce que je pouvais lire en biographie de Pol Pot, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu beaucoup d'amour. C'est ça. En fait, un roman, c'est une sorte de salle d'athlétisme de la moralité, n'est-ce pas ? Ça nous donne des muscles moraux, ça nous étire les muscles.
C'est ça. Ça nous fait découvrir des choses qui nous font mal. On ne savait même pas qu'elles existaient. C'est bien si le livre vous met mal à l'aise. Mon but en m'asseyant pour écrire n'est pas de mettre mal à l'aise, mais c'est de poser des questions compliquées. Je me souviens pour L'empreinte de l'ange, si quelques-uns d'entre vous ont lu ce livre-là, c'est une histoire d'adultère. Et il y a une femme, une Allemande qui est mariée à un Français et elle prend un amant hongrois, mais elle a un petit garçon. Et le lecteur sait que le petit garçon est en train de faire les frais de cette histoire. Il est introduit dans le mensonge, il est manipulé par les adultes parce qu'il l'utilise un petit peu comme prétexte pour sortir, etc. Et donc, c'est pas du tout bien pour l'enfant. Et pourtant, et je joue un petit peu avec le lecteur, il y a une sorte de voix de narrateur dans ce livre qui dit « Ah oui, vous voulez voir encore une scène d'amour entre Zafie et András, mais c'est pas sympa de votre part, c'est pas bien. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train d'encaisser, pauvre Émile ?» Et voilà. Donc, oui. La vie n'est pas simple. Et j'aime beaucoup me mettre en difficulté aussi. Ce matin, j'ai écrit une sorte de petit topo féministe dans la voix d'un de mes personnages. Et tout de suite après, on est dans la tête de sa fille. Et il n'y a jamais eu un moment où elle a détesté sa mère plus que ça. Et je l'ai senti. Ça me fait du bien aussi. J'ai appris ça aussi beaucoup chez Romain Gary. Si j'ai une idole dans ma vie, c'est cet auteur-là, qui est pétri de pseudonymes. C'est lui qui dit « Ah, les noms, tous des pseudos ». Romain Gary, c'est déjà un pseudonyme. Ensuite, il a pris un autre pseudonyme qui était Émile Ajar. Il a eu 2 prix Goncourt, l'un sous chaque nom. Mais Gary, comme moi, écrivait des essais et des romans. Et donc, en tant qu'essayiste, il défendait des convictions. Et moi aussi. Et en tant que romancier, on essaie de mettre à mal ses convictions. On essaie de montrer que, voilà, c'est pas aussi simple, que quelqu'un qui a ces convictions-là peut être tout à fait insupportable dans la vie quotidienne, des choses comme ça. C'est... Voilà, donc voilà, de l'athlétisme moral. C'est pas mal. Je crois qu'on arrive à peu près à la fin de l'heure, c'est ça ? Est-ce que vous pourriez donner un conseil de lecture par quoi commencer dans votre œuvre ou à imaginer ce soit des jeunes, ces jeunes que vous avez devant vous, vous leur conseillez quelle première lecture ? Dans mon œuvre à moi ? Oh non. Non, lisez Romain Gary. Non, mais je peux vous dire, il y en a un que j'aime pas du tout, c'est 3 fois septembre. Ça, c'est pas la peine. Ça, j'avais besoin de l'écrire, mais je crois que c'est pas un bon livre. Mais bon, les autres, vous feuilletez, vous voyez ce qui vous tente à un moment donné. Mais une chose importante, juste pour finir cette histoire de fiction et essai, c'est que jamais je n'écris une fiction pour illustrer ce que j'ai compris dans un essai. C'est vraiment exactement le contraire. C'est-à-dire, quand j'ai écrit L'espèce fabulatrice, c'est parce que j'avais écrit Ligne de faille. Et Ligne de faille, ça raconte l'histoire de 4 enfants de générations successives, comme ça, dans une même famille. Et chacun des enfants va changer de langue, changer de pays, changer de religion et assister à une guerre. Et c'est juste une vie normale, quoi, mais à peu près. Mais à force d'écrire ce livre-là, j'ai compris cette histoire de construction de l'identité comme je ne l'avais jamais comprise jusque-là. Et j'ai écrit L'espèce fabulatrice. Et pareil pour Reflet dans un œil d'homme, qui n'est pas du tout provoque, à mon sens, provocateur.
je l'ai écrit après avoir fait un roman qui s'appelle Infrarouge et qui était sur une femme photographe très, très délurée, divorcée, enfin, qui avait eu 5 ou 6 maris et des dizaines d'amants et qui aimait photographier ses amants dans l'amour et tout ça. Et en fait, j'ai eu tellement de mal à me mettre à la place de ce personnage-là, à quelqu'un, une femme qui aurait un appareil photo et qui ferait des photos de ses amants. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas du tout. Et donc, j'ai commencé à réfléchir et c'est ça qui a donné Reflet dans un œil d'homme. Donc, c'est important parce que je n'aime pas du tout l'idée de la littérature didactique, la littérature pour prouver quelque chose ou quoi. C'est vraiment un laboratoire, comme la vie. Comme la vie. Alors, je vous souhaite bon laboratoire.